Bonjour à tous. Eh bien, merci de nous avoir rejoints et d'être si nombreux pour ce webinaire sur les campagnes digitales de fin d'année 2022. J'espère que vous nous entendez bien. On va donc commencer. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent, mais on va commencer tout doucement. On va commencer par un tour d'écran, histoire de se présenter. Donc enchantée, je suis, Sarah Melchior, je suis la directrice du pôle digital de l'agence Opening. Ça va faire maintenant 7 ans que je travaille au sein de l'agence, sur, pas mal de comptes clients avec des causes assez variées. On les accompagne à la fois d'un point de vue stratégique sur le développement, de leur collecte digitale, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Et auparavant, j'étais en association, également en charge de la collecte digitale. Bonjour, donc moi je suis Julie Lestrelin et je suis donc directrice de la stratégie pour l'agence OneArt et j'accompagne depuis plus de 10 ans les marques engagées, les associations dans leur stratégie de communication et de collecte digitale. Bonjour, alors moi c'est Thalitra Fitoussi, donc je fais partie de l'équipe de Sarah qui vient de se présenter dans l'agence Opening dans laquelle je suis depuis 2 ans. Je suis directrice conseil digital, donc j'aide toutes les associations dans toutes leurs problématiques digitales. Et auparavant, j'étais pendant toute ma carrière dans le secteur marchand, en marketing communicationnel aussi. Bonjour, et donc moi je suis Maxime, un peu comme Thalie, je suis consultant digital depuis 1 an et demi maintenant au sein de l'agence Opening pour des comptes divers. Et moi je suis issu de la publicité digitale, je travaille dans les agences de publicité auparavant. Eh bien, du coup, on va commencer. Alors l'ordre du jour, enfin, les différents points qu'on va aborder pendant ce webinaire. On va voir, dans une première partie, les principaux indicateurs de la collecte digitale sur 2022. Ensuite, on va faire un focus spécifique sur la campagne de fin d'année et ensuite, on va faire 3 focus sur les 3 leviers qui sont pour nous essentiels pour, réussir sa campagne digitale de fin d'année. On va avoir la landing page, ensuite on va avoir l'email et enfin on aura l'achat média. Et à la fin, on pourra faire on gardera du temps également pour, les questions, que vous pourriez, avoir. On va commencer, avec le périmètre d'analyse qui est, un point important, à voir. Alors nous, on a vraiment conçu, ce livre blanc, dans l'optique de pouvoir, vous guider, de vous donner des métriques qu'on a pu observer, sur ce temps fort, de collecte pour que vous puissiez comparer vos propres métriques avec, les moyennes. Donc on veut vraiment on a essayé de faire en sorte que ce document soit le plus complet possible pour que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir, optimiser, la campagne digitale, de fin d'année. Donc du coup, on s'est effectivement associés. C'est la deuxième année qu'on fait, 2e année consécutive qu'on réalise ce livre blanc. On s'est associés cette année, avec, l'agence, OneArt, ce qui nous a permis du coup, d'avoir, un panel plus important de campagnes digitales à regarder. Donc on analyse 22 campagnes digitales qu'on a pu réaliser sur, 2022. Là où l'année dernière, on en avait 14. Ce qui nous permet, voilà, on est sur des ce qui est intéressant également, c'est que c'est assez, varié, aussi bien selon les secteurs d'activité, c'est-à-dire les causes. On va avoir, des associations, dans la solidarité internationale, dans la recherche médicale, la protection des animaux. Et on a avoir aussi bien des petites structures qui vont collecter un minimum de 30 000 € sur la fin d'année, que des grandes structures qui ont collecté plus de 5 millions d'euros sur une campagne de fin d'année. Ce qui nous donne également 18 landing pages qu'on a pu analyser, 15 campagnes emailing, soit 130 emails et 11 campagnes d'achat média digital. Du coup, sur les principaux indicateurs, de la collecte, digitale, on va déjà regarder au global sur l'année 2022. On va faire, écho à France Générosité qui a sorti récemment, le baromètre de la générosité, 2022 où on a pu voir que la collecte au global entre 2021 et 2022, on est sur une croissance, enfin voilà, c'est très stable en termes de croissance, voire on est en négatif si on prend en compte l'effet de l'inflation. Hem
malgré tout, sur le digital, on a une collecte digitale qui est en croissance. On a plus 60 de croissance, en 3 ans et on voit bien que le digital prend de plus en plus, de part, et de plus en plus important dans la collecte, hein. On est à pratiquement 27 de part de marché versus 25 l'année précédente. 2022, on l'a bien vu, ça a été une année compliquée. C'est une année où il y a une élection présidentielle. On sait que les années d'élection sont des années compliquées en collecte. Il y a eu la guerre en Ukraine également. Il y a eu l'envolée de tous les prix de matières premières et du coût de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu observer auprès de nos clients une croissance de la collecte digitale de 7,5 entre 2021 et 2022, avec les plus petites structures qui sont sur une croissance assez, voilà, assez, faible de 1 ou 2 et les structures plus importantes ont une croissance de leur collecte digitale de plus de 10. Ce qu'on a pu observer également, c'est une baisse du don moyen qui est de 135 € versus 161 €, l'année précédente. Et quand on regarde, si on fait un focus sur la campagne de fin d'année, on a pu observer qu'on a eu un démarrage assez lent de la campagne de fin d'année. Ça s'est vraiment accéléré, sur les dernières semaines du mois de décembre. On voit bien, on le savait déjà, hein, que les 3 derniers jours du mois de décembre représentaient un pourcentage très important de la campagne de la collecte digitale. Mais là, de plus en plus, la campagne démarre en termes de collecte, démarre, plus tardivement. On a fait ce constat également sur les campagnes IFI de cette année. Hem, En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a une croissance digitale de 10 de la campagne de fin d'année, cette année versus 15 l'année précédente, avec aussi une baisse du don moyen, on est à 150 €, 150 € de don moyen sur la campagne digitale de fin d'année, là où l'année dernière, on était à 161 €. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que la part du digital, est plus importante cette année dans les collectes de fin d'année. Le digital représente 65 de la collecte sur le mois de décembre, là où l'année dernière, il représentait 55. On voit que, on a une digitalisation, plus importante, du digital. C'est dû à plusieurs facteurs. On a pu voir notamment beaucoup sur la fin d'année l'émergence des QR codes qui, permettent de driver aussi des dons print sur le digital et surtout de pouvoir davantage les traquer. On voit qu'il s'est démocratisé. Alors les montants collectés via le QR code sont pas non plus, on n'est pas sur des volumes importants, mais on voit que ça augmente d'année en année et que du coup ça permet aussi de booster aussi la collecte digitale. Le point important sur les campagnes de collecte digitale, c'est vraiment, l'acquisition de nouveaux donateurs. C'est un enjeu, que ce soit sur le digital, mais aussi sur les autres leviers. C'est vraiment l'enjeu de demain. On voit bien qu'on a de plus en plus de difficultés à recruter des nouveaux donateurs. Sur la fin d'année, on a eu des difficultés cette année. On a 18 de nouveaux donateurs sur une campagne, digitale de fin d'année. L'année dernière, on avait 21 de nouveaux donateurs. Donc on voit bien que c'est vraiment un point important dans les stratégies à mettre en place dans les années d'après, dans les années prochaines à venir. Heu, voilà, la part des nouveaux donateurs peut varier selon plusieurs facteurs, notamment la taille de l'association, sa notoriété également a un impact sur le nombre de nouveaux donateurs. Et aussi ça dépend si on a il y a des associations qui vont avoir des bases de leads très importantes et qui du coup vont utiliser la campagne de fin d'année pour pouvoir les convertir en donateurs, d'autres qui ont moins, de base de leads importantes, d'où l'intérêt de vraiment capter des leads tout au long de l'année pour pouvoir se dire sur la fin d'année: «Voilà, j'ai déjà un premier travail, de connexion avec ces leads, je leur ai envoyé des informations, ils ont appris à connaître mon association et sur la fin d'année, je suis vraiment en phase de conversion pour les attirer vers le premier don». Hem Voilà, ensuite, on va regarder du coup le dispositif 360 de la campagne de fin d'année, dans le détail. On voit qu'on est sur un écosystème de campagne qui est assez complexe. On a énormément, de leviers, on a énormément de supports d'atterrissage parce que même si on a notre landing page qui est vraiment le cœur du dispositif, on voit bien également que, le site institutionnel a une part importante, le formulaire des dons bien évidemment et autour de ça, on a une multitude de leviers. On va avoir tous les leviers liés à l'achat média comme le search, le social, le display. On va avoir, les emails, le SMS, l'accès direct, le référencement naturel.
enfin voilà, qui vont driver, sur différents, supports, ce qui fait qu'on a un dispositif de campagne qui est assez large. Cette année, on a 70 de la collecte digitale qui est vraiment rattachée à ce dispositif de campagne, à savoir la landing page, l'emailing et l'achat média. L'année dernière, on avait 60 de la collecte digitale qui était vraiment drivée, par nos supports de campagne. Ça, cette année, on a une augmentation. Ça s'explique aussi par un meilleur tracking. On l'a vu cette année, on a davantage travaillé le tracking sur les campagnes digitales de fin d'année et ce qui permet de pouvoir avoir une bonne attribution des leviers, par rapport aux dons qu'on peut avoir. Ce qui reste important, c'est qu'on voit que, l'audience naturelle, le site institutionnel, sont également vecteurs de collecte et que ce sont des leviers qu'il ne faut pas négliger. La campagne de fin d'année, elle est vraiment pensée dans un optique de conversion, donc il faut vraiment pouvoir la diffuser également sur tout votre écosystème digital au maximum, votre site institutionnel, vos newsletters, vos réseaux sociaux, en organique. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui va aussi permettre, de maximiser, sa campagne de fin d'année. En termes de leviers, on les a vus. On a pu voir que les associations utilisent, principalement l'email, le search, le social et le display. Le SMS, on voit l'arrivée de plus en plus du SMS, notamment sur les derniers jours, de décembre, en push. On a vu également que certaines associations ont pu bénéficier d'un programme Grants sur Bing. On voit que l'email est, est plus important. On en a une moyenne de 7 emails sur les campagnes de fin d'année. L'année dernière, on était sur 6 emails, sur la même période et pour répondre à la question, Julie, on est sur, des campagnes qui, on a pris les dates d'analyse au 1er décembre. Voilà pour cette partie-là. Et voilà, ce qu'on disait par rapport aux dons par SMS, on l'a vu, c'est vraiment sur les derniers jours, de décembre. On est direct sur, du push don. Donc on renvoie vers les formulaires de dons. Donc on voit bien qu'effectivement aujourd'hui les conversions se font essentiellement sur mobile et pas assez enfin peu non, elles se font essentiellement sur desktop et pas assez sur mobile, alors que l'audience est de plus en plus sur mobile. Donc il faudrait, pouvoir vraiment améliorer le tunnel de conversion, sur, mobile et pourquoi pas, notamment le paiement sur facture mobile pour, être en lien avec, le canal, de sollicitation ou des formulaires de dons qui soient plus adaptés, sur mobile. Et je vais laisser la parole à Julie qui va vous parler de la landing page. Oui, merci Sarah. Donc effectivement, on vous propose ici un focus sur les landing pages de campagne qui sont vraiment au cœur du dispositif. Donc cette année, les landings ont vraiment été très présentes et représentent l'un des vecteurs essentiels de la collecte. Alors pourquoi? Parce qu'elles exposent au message de campagne, au concept créatif et qu'elles proposent, elles accueillent une véritable expérience qui permet la conversion au don. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué sur les landings de cette année? Nous avons remarqué une augmentation du nombre de call to action dans les pages. Donc, on est passé de 5,8 CTA en moyenne en 2021 à 7,4 en 2022. Donc, une augmentation voilà, de la pression au don et à la conversion. Le nombre moyen de vidéos, lui, est resté stable, avec environ 2 à 3 vidéos par landing. Et on constate, par contre, une disparition presque totale des podcasts et des contenus audio seuls. Alors, pour autant, ces contenus sont toujours utilisés et plébiscités sur vos sites institutionnels, sur des landings dédiés ou bien sur les plateformes dédiées aux podcasts, mais moins utilisés en termes de conversion, de collecte. Donc, on peut passer à la slide suivante. Si l'on regarde maintenant, si l'on regarde plus en détail quelles sont les composantes de vos pages et quelles sont les data UX que l'on peut en tirer, on se rend compte qu'il y a des standards et des bonnes pratiques à mettre en place. Alors tout d'abord, ces landings, elles sont constituées d'une première section qui est composée d'un header avec un visuel à 100%, ça marche à tous les coups sur toutes les landings qu'on a analysées, avec des call to action, donc généralement 1 ou 2 call to action vers le don, et la présence d'équivalence ou de grille de don. Donc cette section, elle est primordiale puisqu'on analyse que 32,33% des utilisateurs seulement continuent après la ligne de flottaison de cette première section. Il est donc très important de bien la concevoir de manière à convertir un maximum dès l'entrée dans le site.
Donc, on a ensuite, sous cette ligne de flottaison, d'autres éléments qui vont venir nourrir les utilisateurs en contenu de fond et les conforter dans leur acte de don, les rassurer. Donc, on a noté, par exemple, cette année, une forte présence des blogs témoignages. Ils étaient 2 fois plus présents qu'en 2021. Donc, une vraie volonté de la part des acteurs qu'on accompagne d'incarner les personnes aidées, de susciter de l'empathie et de montrer vraiment concrètement quelles ont été les actions menées. Donc, on retrouve bien entendu des vidéos, des visuels pour illustrer tout cela. On va ensuite, dans les sections suivantes, projeter l'utilisateur dans du concret, donc à travers des équivalences de dons ou des grilles de dons adaptatives en fonction. Et puis enfin, on va avoir des sections dédiées à la réassurance, avec des chiffres clés, des éléments de réassurance, des graphiques, et une partie dédiée à la défiscalisation. Alors, comme l'expliquait Sarah tout à l'heure, voilà, cette partie dédiée à la défiscalisation est vraiment essentielle, puisque la défiscalisation est un argument majeur à la conversion qui permet d'inciter à donner sur la toute fin d'année. Et on l'a vu, c'est la période, les derniers jours, la dernière semaine, c'est la période où on va avoir le plus de dons. D'ailleurs, le CTA de cette partie défiscalisation est le 3e call to action le plus cliqué après celui placé en sticky et le call to action placé dans le header. Donc, en termes de bonnes pratiques, les bonnes pratiques qui vont aider à la conversion et qui vont vous aider à concevoir des landings qui sortent un peu de l'ordinaire, on va avoir d'abord l'animation de son header, ensuite le fait de minimiser un maximum le temps de chargement de la page pour que l'utilisateur ait l'expérience la plus immédiate et la plus agréable possible, qu'on n'ait pas de déperdition. On peut également se fixer un objectif de collecte, une jauge à atteindre. Il est essentiel de traquer ses performances et d'A/B tester. Et enfin, d'ajouter des éléments de tricks marketing comme la mise en avant des derniers dons, des donateurs, des exit pop-up ou bien des bandeaux sticky. Pour évaluer la performance de vos landings, le tracking est un élément essentiel à mettre en place. Bien traquer va vous permettre d'être forcément plus performant d'année en année. Donc, quels sont les indicateurs primordiaux à prendre en compte ? Tout d'abord, il faut prendre en compte les dons. Bien entendu, le montant des dons réalisés sur la landing, le type de don, les origines de conversion. On a ensuite le scroll par section. Alors, le scroll par section, il est intéressant pour connaître les sections qui étaient les plus vues dans la page. Et donc, ça prend tout son sens lorsque l'on envoie des emailing dans lesquels on a placé un renvoi direct sur certaines sections du site avec le système d'encre. On peut ainsi voir si ces sections ont été performantes. Il y a également les clics à prendre en compte pour savoir si les éléments cliquables de la page ont bien fonctionné, donc si les images des sliders ont bien été vues, si la calculette fiscale a été utilisée, quel a été le CTA le plus engageant. On va également prendre en compte le taux d'engagement, donc qui va nous permettre de connaître le tempo de la campagne, donc qui compile le temps passé sur la page, le scroll, toutes les interactions qui ont été réalisées par les utilisateurs sur la page. Et puis enfin, le pourcentage de lecture vidéo, on le sait. La vidéo est un support essentiel à vos campagnes, c'est également un support très coûteux. Il est donc important de savoir si les vidéos ont été cliquées, quel a été le taux de complétion, etc. Concernant les outils de tracking, on est actuellement dans un moment un peu particulier puisqu'on est actuellement dans un contexte de changement des outils de mesure d'audience. Donc, comme vous le savez, le 1er juillet 2023, Universal Analytics ne sera plus accessible et une bascule forcée sera faite vers GA4 pour tous les sites Internet. Donc, il semblerait qu'une grande partie des acteurs basculent vers GA4, mais on voulait vous sonder aujourd'hui, savoir quel avait été votre parti pris, quel était votre choix. Est-ce que vous migrez également sur GA4 ? Est-ce que vous avez décidé d'intégrer d'autres outils type Matomo, Piwik, etc. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage pendant la présentation. On précise que le sondage est anonyme,
Donc, allez-y et on vous dira les résultats à nous des 22 campagnes qu'on a analysées pour voir si ça correspond à ce que vous nous avez répondu aujourd'hui. On vous dira ça à la fin. J'en profite de ce petit break pour vous dire que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On vous répond en cours de route et on vous répondra aussi à la fin. Vous aurez un temps pour les questions. Alors. Merci. Donc si l'on regarde maintenant les statistiques de vos landings en lien avec les investissements médias. Donc qu'est-ce que l'on constate? C'est que chaque association doit trouver son seuil d'investissement afin de maximiser ses KPIs. Alors la campagne de fin d'année est forcément un moment privilégié pour partir à la conquête de nouveaux publics, de nouveaux donateurs. Et le pourcentage de nouveaux utilisateurs va donc être très très fort par rapport au site institutionnel. Donc on note par exemple qu'on a 78,32% de nouveaux utilisateurs en moyenne sur les LP pour un taux d'engagement de 24,51%. On voit cependant que si les sessions sont cohérentes avec l'augmentation du budget dédié à l'achat média, donc forcément plus on investit, plus on va avoir de nouveaux utilisateurs, le taux d'engagement, lui, va baisser. Donc, on va passer, par exemple, de 41,78% de taux d'engagement pour un investissement média entre 15 et 25 K euros à 13,31% pour plus de 45 000 euros d'investissement. Le taux d'utilisateur va également plafonner. Alors, c'est tout à fait normal, c'est mécanique. En effet, en augmentant la visibilité de la landing à des publics moins captifs, il va être normal de voir le taux d'engagement baisser et celui du taux de rebond augmenter. Et donc, le temps passé sur la page va confirmer notre intuition. Vous pourrez consulter le livre blanc pour avoir plus de données à ce niveau-là. C'est assez intéressant parce qu'on a fait des comparatifs également entre les données issues d'Universal Analytics et de GA4 et Matomo. Donc, je vais faire un point maintenant sur l'importance du mobile. Donc, on le dit depuis plusieurs années, le mobile a fait une sacrée percée. On observe une prépondérance de plus en plus forte du mobile, tout secteur confondu, pas nécessairement en rapport avec la collecte. Nous, ce qu'on a observé cette année sur les landings, c'est qu'en 2021, la consultation mobile s'est élevée à 52,37% et en 2022, elle fait un bond à 58,95%. Cependant, si la navigation se fait sur mobile, on le sait, les conversions restent majoritairement sur desktop. Donc forcément, l'enjeu des prochaines années, ça va être de travailler la conversion aux dons sur mobile, parce que voilà, on pourrait réussir à capter de nouveaux dons et de nouveaux profils de donateurs, et notamment en travaillant avec des formulaires de dons optimisés. Donc, pour conclure, on vous a… Juste, Julie, je te coupe parce qu'on a une petite question qui nous demande qu'est-ce qui freine les conversions sur mobile aujourd'hui? C'est essentiellement les formulaires de dons ne sont pas forcément très… Enfin voilà, ils sont adaptés mobile, ça c'est sûr, mais ça reste assez long à remplir. Il y a beaucoup de champs. On demande des informations que peut-être sur mobile on n'aurait pas besoin, comme l'adresse postale. Les moyens de paiement sont pas forcément adaptés. Voilà, tout ça, fait que le tunnel de conversion est assez long et on le voit bien, les taux de conversion sur mobile sont nettement moins bons que sur desktop. Voilà, et en fait, et je complète en me disant que selon les sources, on est sur beaucoup de sources depuis mobile, comme les emails, sur le social, ce qui fait qu'on a envie de rester sur le mobile. Enfin voilà, tout ça fait que c'est un peu plus compliqué. Oui, on voit que la consultation mobile, effectivement, est assez, est plutôt orientée contenu. On consomme le contenu puisqu'on a des temps moyens passés sur les LP en mobile à 1 minute 10. Donc voilà, les gens sont dans une démarche de consommation de contenu. On est moins sur de la conversion. Ils y reviennent après sur les stocks. Donc, on vous présente ici des exemples pour renforcer l'expérience utilisateur. Quelques exemples, notamment la fonction du sticky. Donc, le bouton sticky est un des call to action les plus cliqués
il permet vraiment de ramener à de la conversion, quel que soit l'endroit de la page où on se trouve. Et donc, l'utilisateur a de ce fait toujours accès à la possibilité de faire son don. Donc, vous avez un exemple là d'un sticky ancré en bas de page en navigation mobile qui a été développé pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Si on poursuit avec les exemples, on vous parlait tout à l'heure de l'importance de soigner cette première section du site, son header, puisque 68% des internautes vont rester au niveau du header. Donc, on a développé par exemple pour l'UNICEF une vidéo interactive pour le header qui permet de proposer une expérience vraiment immersive aux utilisateurs. Ils vont accéder aux dons, voilà, on le voit ici sur la vidéo, de façon contextualisée. Ils accèdent à des équivalences concrètes et donc on se rapproche un maximum de l'action terrain, de l'impact de mon don pour les bénéficiaires. On voit le don en situation. Si on poursuit en termes d'exemples pour renforcer l'expérience utilisateur, on peut proposer aux internautes des jauges et des équivalences dynamiques pour toujours projeter plus dans des équivalences concrètes. Donc, vous avez ici un exemple développé pour Action contre la faim avec une équivalence dynamique du nombre d'enfants sauvés permise par les dons réalisés sur la campagne. Et pour APF France Handicap, par exemple ici, un compteur avec le nombre de kilomètres financés pour faire avancer les bus solidaires. On peut également facilement mettre en place ce qu'on appelle des bandeaux donateurs pour inciter à upgrader son don, personnaliser l'appel à don. Et donc, en fonction des montants suggérés, les donateurs vont être poussés à donner plus. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont de façon classique proposées par les grands formulaires de dons. On peut également mettre en place ce qu'on appelle des call to action originaux, donc qui vont vraiment contextualiser et personnaliser un maximum l'appel à don. Donc ici, on le voit par exemple pour Asmae, je fais don d'une véritable enfance, ou bien pour Action contre la faim, je sauve des vies maintenant. On verra tout à l'heure, notamment avec Maxime, que c'est également essentiel dans la stratégie email de pouvoir contextualiser et personnaliser ces messages. Enfin, une pratique qui se démocratise de plus en plus sur vos landings, ce sont les exit pop-up. Donc, ces pop-up que l'on va activer lorsque l'utilisateur montre des signes d'inaction sur la page ou des signes de sortie de la page. Donc, elles vont permettre de rediriger également vers le don. Donc, si l'on doit aujourd'hui retenir 3 grands enseignements sur les landings, c'est d'abord de penser sa page mobile first, puisqu'on a un vrai enjeu de conversion au don et d'amélioration des KPIs, comme on le voyait tout à l'heure. Également, de penser vos landings en termes d'interactivité. Vous avez redoublé d'inventivité pour proposer des formats interactif et dynamique, et c'est hyper important, c'est vraiment un facteur d'engagement non négligeable qui fera toute la différence. Et puis, bien entendu, de mettre en place un tracking hyper performant pour monitorer toutes ces innovations afin d'optimiser un maximum l'expérience utilisateur et de pouvoir tirer des enseignements, attester l'impact des changements et faire mieux les années suivantes. Je vais maintenant laisser la parole à Maxime sur les emails. Merci Julie. Est-ce qu'on m'entend bien? On peut peut-être faire un petit check sur le sondage. Sur quoi, pardon? Le sondage. Oui. Alors, résultat du sondage suite à la question qui vous avait été posée. Quelle décision tracking avez-vous pris? 6% parmi les répondants ont migré sur GA4 avec, je l'espère, une mise en conformité selon les règles de la CNIL. 12% sont encore en réflexion. 10% ont déjà migré sur un autre outil de marketing, Piwik, Matomo, et il y en a 7% qui nous disent je conserve GA4 et un autre outil de tracking. Donc c'est quand même, on voit plusieurs choix face à cette question. Sur la partie email. Alors les emails, l'email en règle générale reste un incontournable de vos collectes de fin d'année. Cette année, il représente 20% de la collecte digitale de décembre, ce qui est non négligeable. Ça reste un levier très efficace et surtout très héroïste, parce que pour la vraie raison qu'il a un faible coût de production. Et ceci est d'autant plus vrai pour les grandes associations, puisqu'il atteint 15 de ROI contre 4 pour les autres associations.
Et si on fait une moyenne de tout ça, on obtient 11,6 de ROI moyen pour les emails envoyés. On dit que c'est d'autant plus vrai pour les associations parce que les bases sont plus importantes et donc permettent plus de rentabilité. On a fait une comparaison entre, alors juste pour vous donner un périmètre d'analyse, c'est à peu près 170 emails à analyser avec toutes les assos dont on a déjà parlé. Et on a fait une petite comparaison avec le non-profit monde et le secteur marchand monde selon l'Ultimate Marketing Benchmark for 2022. Ce qu'on constate, c'est que le taux de délivrabilité opening des campagnes que nous on a menées reste bon. On vise toujours les 90%, mais ça reste des indicateurs fiables avec 14% de délivrabilité. Les taux d'ouverture, et ça on le constate sur le non-profit en général, performent mieux que sur le secteur marchand, avec 26,6% environ. On est à peu près aligné sur ce qu'il fait en règle générale. Et là où par contre, au niveau du taux de clic, on constate des moins bonnes performances. Et le secteur marchand a des arguments aussi un petit peu plus concrets que nous, puisqu'il propose quand même quelque chose qu'on peut acheter, là où c'est nous, on offre juste la possibilité de faire des dons. Le taux de désabonnement est plus léger aussi, et plus important aussi sur le secteur non marchand des campagnes que nous on a menées, mais il reste quand même assez faible. Si on prend une approche plus conversion, on a un taux de conversion de 0,12%. Si on fait une évaluation versus l'année dernière, on est à moins 0,06 points, donc ce qui est globalement stable. Le taux de réactivité reste le même avec 3,37%. Alors, je pense que vous le savez, mais au cas où, la réactivité, c'est le nombre de clics en fonction du nombre d'ouvreurs. Alors, je te coupe, Maxime, puisqu'on a une petite question. Bien sûr, dites-moi tout. À savoir sur quelle population l'étude porte. Est-ce que c'est uniquement la population donateur ou c'est donateur plus prospect? Donateur plus prospect. Voilà. D'où les taux de conversion. Oui, donc je disais taux de réactivité, pardon, si jamais ce n'était pas clair, nombre de cliqueurs en fonction du nombre d'ouvreurs, donc à ne pas confondre avec le taux de clic, qui lui correspond au nombre de clics en fonction du nombre de délivrés. On a un don moyen à 150 € avec plus 3 €, mais donc c'est quand même, on ne peut pas considérer ça comme une grosse variation, et un pourcentage de la collecte qui est lié à la défiscalisation qui atteint 42%. Ça reste conséquent, même si c'est moins 7 points que les NAM. Alors, ça fait beaucoup de chiffres comme ça. Pour résumer, et en fait, c'est des chiffres qui n'ont pas bougé depuis l'année dernière. Si je le schématise, c'est quand vous envoyez un email, un destinataire sur 4 va ouvrir cet email. Parmi les gens qui ont ouvert cet email, seul 1 sur 125 va cliquer sur notre email. Donc, c'est quand on a le plus gros taux d'attrition dans l'entonnoir de conversion. Et parmi ces gens qui arrivent ensuite sur la page de destination, que ce soit directement un formulaire ou une landing page, 1 cliqueur sur 5 finalement va faire un don. Voilà pour schématiser. La sursollicitation du mois de décembre. Alors, c'est une préoccupation qui revient souvent et la question est souvent posée quand on conçoit les campagnes de fin d'année. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression marketing, surtout sur le mois de décembre où les gens sont déjà très sollicités avec du Giving Tuesday jusqu'au 31 décembre. La pression marketing, au-delà juste du secteur non marchand, est quand même très important. Donc, cette année, il n'a pas semblé que ça ait dérangé trop les gens puisque on a en moyenne 7 emails envoyés sur cette personne de campagne de fin d'année, ce qui est un de plus que l'année dernière. Donc, pression marketing, certes, mais finalement, on décide quand même d'insister un petit peu plus. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas eu d'impact fondamental sur la lassitude. Ce que j'appelle lassitude, c'est globalement le taux de désabonnement. Est-ce que les gens ne souhaitent plus recevoir d'emails si on leur envoie plus? Globalement, il n'y a pas eu d'impact. Enfin, si, mais c'est trop léger pour qu'on estime que ce soit vraiment significatif. On a une autre question, à savoir si on a une idée du ROI moyen sur ces campagnes. Alors, Maxime l'a dit au début, sur les emails, on est sur un ROI moyen de 11,6 si je ne dis pas de bêtises. Exactement, Voilà, je repasse là rapidement. En moyenne, 11,6, mais c'est des ROI très variables, c'est ce que je vous disais, puisque les tailles de base de données email sont très variables. On parlait de l'UNICEF et des beaucoup plus petites associations, là où le coût d'un email, lui, reste le même. Donc, c'est-à-dire que pour le prix d'un email, il va peut-être me rapporter 10, 20 fois plus d'argent en fonction de la taille de ma base de données. Mais globalement, c'est un contenu très héroïste puisqu'il coûte peu cher à produire et qu'il génère pas mal de temps. La sursollicitation, on s'en est parlé. Les relances non ouvreurs. Alors, c'est mon cheval de bataille.
Les emails de relance représentent en moyenne 20% de la collecte et ne sont pourtant pas systématisés par tout le monde. On estime souvent que les cibles non-ouvreurs est composée de destinataires en perdition, pas aux plus engagés. Et pourtant, en fait, quand on les réactive, ces gens-là, même si les performances de ces emails sont moindres, elles restent quand même bonnes et surtout efficaces, puisqu'on parle de 20% de la collecte. Donc, ça serait quand même dommage de s'en priver, sachant qu'on ne crée pas de surpression marketing sur le reste de notre cible qui a déjà été active. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? Un taux d'ouverture pour une relance non-ouvreur est de 17,26%. Alors, on est à moins 9 points versus les emails classiques qu'on a vus au début. La réactivité, elle, est déjà à un gap moins important avec 4,2. Donc, c'est 1 point de moins seulement. Et le taux de conversion est à moins 0,11%. Donc, à 0,11%. Donc, c'est quand même sensiblement la même chose. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Et c'est ce qu'on se disait, ça n'a pas d'impact sur le taux de désabonnement. Au contraire, en fait, les emails de relance non-ouvreurs ont un taux de désabonnement inférieur aux emails classiques. Si on a une autre question, si tu peux Allez, préciser un point quand on parle des emails de relance qui représentent en moyenne 20% de la collecte, c'est 20% de la collecte digitale globale ou par email, mais c'est 20% de la collecte Oui. liée aux emails. 20% de la collecte email. Voilà. J'espère qu'on est clair dans notre réponse, n'hésitez pas. Donc, du coup, si vous envoyez 7 emails sur une campagne de fin d'année, bah, c'est comme si ça représentait un 12e. Et on parlait des relances marketing et de pression. Nous, on a repéré quand même cette année des gens qui augmentaient significativement le nombre d'emails et qui allaient le 31 décembre avec les relances non-ouvreurs. On voyait jusqu'à 2 mails dans la journée. Un le matin, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter d'un don défiscalisé. Et 2 heures, enfin, j'ai plus l'heure exacte, mais en fin de journée en disant un message de dernière minute, profitez-en, c'est vraiment les derniers instants. Donc là, on est vraiment sur des gens qui capitalisent sur ce que je viens de vous dire. Certes, ça fonctionne moins bien, mais ça reste quand même 20%, et ça serait dommage de s'en priver. Vous oubliez les taux d'ouverture. Améliorer son taux d'ouverture. Alors, on constate quand même que contextualiser et personnaliser les objets, ainsi que les CTA, Julie en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça augmente significativement la performance. Nous, on voit que si on ajoute un prénom dans un objet, ça a un taux d'ouverture. C'est plus 24% sur le taux d'ouverture, et on monte jusqu'à presque 32% en plus sur un taux de conversion. Donc ça fait partie des bonnes pratiques à ne pas hésiter. Ne pas trop insister sur la notion d'urgence de décompte. On en voit partout, et c'est normal, puisqu'on est sur une temporalité un peu restreinte et on veut pousser les gens à faire leur don le plus rapidement possible. Mais en fait, le taux d'ouverture baisse quand on insiste trop sur cette notion. Donc, une fois ou deux, c'est bien. Commencer tous ces emails comme ça devient peut-être un peu oppressant pour sa base. Et la question des emojis. Alors, on a longtemps cité l'emoji dans un objet d'email comme les bonnes pratiques qui faisaient exploser le taux d'ouverture. Alors, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Nous, c'est un email sur 3 qui part avec un emoji dans ce qu'on a ouvert. Par contre, on note pas significativement une baisse ou une augmentation de performance parce qu'on a mis un emoji dans un email. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas ça qui va faire exploser vos performances parce qu'on nous pose souvent la question. Alors, on a 2 questions. La première question de savoir si ça peut être pertinent d'intégrer les populations print dans les stratégies emailing en relance, justement. Alors oui, je pense qu'effectivement, c'est pertinent d'intégrer les populations print. Ça permet de multiplier les points de contact, de donner d'autres arguments. Après, il faut voir le séquençage de la campagne dans son intégralité, puisqu'il faut penser campagne 360. Mais effectivement, c'est une chose qui mérite d'être faite. Dans le meilleur des mondes, on gère sa règle de pression marketing croisée print et digital via un CRM, en fait. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place, etc. Mais la pression marketing doit, dans le principe, prendre en compte le print, quand est-ce que le message a été adressé. Et la deuxième question, à savoir quand est-ce qu'il faut envoyer les emails non ouvreurs, sous 24 heures ou 48 heures, au moins... ça se teste, mais moi, je suis plutôt partisane du 48 heures après le premier envoi. On voit qu'on a des relances qui se font aussi une semaine après. Tout est à tester et à voir comment réagit votre base de données et aussi toujours par rapport au séquençage global de votre campagne. Il y a beaucoup d'emails sur la campagne de fin d'année, donc il faut faire attention à ne pas non plus sursolliciter en envoyant 3 emails en 2 jours, à part sur le dernier jour. Exactement. Ce qui me ramène à une slide que j'ai passée trop vite d'ailleurs, donc c'est parfait. Quand envoyez vos emails? Et ça répond à la question qui est posée. Il y a longtemps eu des histoires de faut l'envoyer un mardi midi, etc.
je pense pas qu'il y ait de bonjour. S'il y a une réponse à cette question quand vous envoyez un email à votre base, c'est pas moi comme ça qui va vous la dire, c'est la connaissance de votre base qui va vous l'amener. Il faut faire des tests, voir ce qui fonctionne et adapter en fonction. Et dans tous les cas, d'une année sur l'autre, ça sera pas forcément la même chose. Le plus important reste la connaissance de la base. Alors bon, si je dois aujourd'hui sortir des chiffres sur 2022, la fin de l'année, tout est cadencé en fait en fonction de la date du 31 décembre. Globalement, on sait que le 31 décembre et 2 jours avant, toutes les associations ou les fondations vont envoyer un email. Et donc là, c'est tombé samedi, jeudi. Enfin, le 31 est tombé un samedi. Et le jeudi, donc 2 jours avant, on avait beaucoup d'emails de rappel, J-2, J-3, avant la fin de la défiscalisation. Donc, c'est globalement ce contexte en fait qui va séquencer vos emails. Maintenant, encore une fois, c'est plus on a de connaissances de base, plus vous performerez sur toutes ces questions. Ça, on s'en est parlé. Des petites tendances qu'on a vu passer en contenu, en termes de contenu vis-à-vis des emails. L'optimisme, célébrons un peu nos victoires, soyons aujourd'hui contents de ce que nous avons fait. C'est un peu, alors pour moi, il y a 2 choses. Alors, c'est de l'interprétation, mais peut-être que c'est en résultant de tous ces contextes urgentistes très sollicitants, et peut-être aussi que c'est une façon de remercier ces donateurs. Le ton direct et l'interpellation directe pour aller au plus vite auprès du donateur. Donateur qu'on valorise, et encore et toujours la pédagogie sur la défiscalisation. Je vais laisser, alors pour finir, 3 enseignements de cette presse. Gérer sa pression marketing, on s'en est parlé. Systématiser les relances non-ouvreurs qui ne coûtent rien et qui performent. Et surtout, A/B tester et connaître sa base. C'est globalement là l'enseignement clé pour performer. Je vais laisser la parole à Thalie sur ce sujet. Bon, alors j'espère que vous êtes toujours réveillés. On va passer à l'achat média, donc un levier ultra concurrentiel. Quelques chiffres pour commencer. Donc l'achat média, il a vu son budget augmenter entre 2021 et 2022 de plus 33%. Et ces augmentations sont la résultante d'une grande concurrence sur l'achat média digital, avec un budget moyen qui passe de 30 000 l'année dernière à 40 000 cette année. Un ROI moyen qui baisse fort de cette concurrence, avec 3,54, donc c'est 1 point. 31% par contre de la collecte digitale en décembre, donc ça veut dire que c'est quand même, et ce sera toujours un levier qui fonctionne bien, moins bien que vos emails, mais très bien, avec un don moyen qui baisse aussi cette année, et là pour le coup, sûrement dû à l'inflation, donc il passe de 156 à 132 €. Donc, c'est un levier essentiel qui intervient à 3 niveaux pour protéger votre marque et faciliter le chemin de navigation pour les internautes, typiquement quand vous faites du search, multiplier les points de contact auprès de votre base de données et recruter des nouveaux donateurs. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va clarifier un petit peu les modèles d'attribution qui ne sont pas les mêmes que quand vous regardez sur votre back-office. Donc, pour le search, on est aux 30 jours post-click, donc 30 jours après avoir cliqué sur le lien. Pour le social, on est à 7 jours post-click et 1 jour post-view. Donc 1 jour après avoir vu et 7 jours après avoir cliqué sur une annonce. Et pour le display, là, on est sur le plus lointain, donc 30 jours post-click et 30 jours post-view. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Slide 34 passait trop vite. Est-ce que vous voulez qu'on revienne 5 minutes sur la slide ? Non. On vous enverra de toutes les manières le livre blanc avec toutes ces informations et plus. Si jamais vous avez des éléments que vous voulez sur lesquels vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va aller un petit peu plus en détail dans les KPIs. Donc, la programmatique, c'est un levier essentiel pour apporter de la visibilité à la campagne. Et ça représente 25% du budget achat média. Donc, c'est vraiment un levier de visibilité qui apporte à la collecte. Au niveau du search Google, on est en nette augmentation sur la collecte globale. On passe de 20,80 en 2021 à 73 en 2022. C'est aussi parce qu'on a plus investi sur le search, parce que c'est un levier très héroïste. Au niveau du search Bing, alors on a un très bon ROI cette année. Parce qu'on a une multiplication des coupons. Pour vous dire, près de 50% des associations qu'on a analysées ont reçu des coupons Bing cette année. Et donc, avec l'augmentation de l'investissement possible, on a eu une augmentation de la collecte où on est passé de 9,34 à 19 sur la collecte totale donc de l'achat média en 2022.
On va faire un petit focus sur le social, donc c'est ce qui est en rouge. Le social va enregistrer une baisse de ses résultats par rapport à 2021, avec un ROI en baisse qui passe de 2,55 à 1,08 avec un niveau d'investissement relativement constant. Vous l'avez sûrement vu. Et il y a plein de raisons à ça. Donc, il y a évidemment la saturation du marché. De plus en plus de personnes font de l'annonce sur le social, sur Meta. On a la méfiance des utilisateurs. On a eu des fuites de données sur Meta qui ont fait que les utilisateurs, et notamment quand on fait des publicités à visée sociale et politique, ont de plus en plus de méfiance à cliquer sur ces liens. On a les changements d'algorithmes qui ne vont pas favoriser en fait les publicités qui vont être poussées, mais qui va favoriser plutôt ce qui va être organique. Et on a évidemment l'augmentation des coûts publicitaires de Meta. Avec aussi, je rajouterais cette difficulté qu'on a de plus en plus parce que Meta va de plus en plus réduire la possibilité de choisir ses cibles pour des raisons RGPD où ils vont de plus en plus ne plus permettre des ciblages très précis. Et donc, on a une ambiance moins qualifiée. Alors, les CPC vont continuer d'augmenter d'année en année. Donc, vous voyez là des CPC qui augmentent pour Google et pour Bing en raison de la forte concurrence sur les mots-clés. Donc, on vous en parlait de la forte concurrence sur les mots-clés liés aux dons et à la déduction fiscale en fin d'année. Et c'est à cause de cette forte concurrence que la plupart de votre collecte sur l'achat média va être faite sur les mots-clés qui vont être liés à votre marque. Et donc, tout ça pour dire, c'est important de faire de la publicité, de la communication sur votre nom et sur le fait que vous allez faire une demande de don ou que vous pouvez accepter les dons. Comme ça facilite votre campagne de fin d'année au moment T, au moment où vous la lancez, et vous pourrez plus aller chercher et donc répondre à toutes ces demandes et à toutes ces requêtes sur Google et sur Bing. Le social et la programmatique, pour le coup, c'est des leviers avec des CPC moins élevés, et des taux de clic de conversion moins bons que le search. En revanche, c'est des leviers qui vont alimenter votre search parce qu'ils vont faire des points de contact à vos prospects. Et donc, ça va vous garder en top of mind de façon à mieux convertir ensuite quand vous allez avoir du search. Tu peux passer. Au niveau du timing, c'est un élément important à prendre en compte dans la réussite de votre campagne de fin d'année. On le répétera jamais assez, mais il y a vraiment 2 grands moments. Le premier moment, c'est de fin décembre à mi-décembre. C'est le moment où vous allez pouvoir partager votre concept. C'est le moment où vous allez pouvoir partager votre claim. La raison pour laquelle on doit vous donner, c'est quelque chose qui doit être vraiment très précisément dit. Pourquoi est-ce qu'on va vous donner à vous en tant qu'association et pas à d'autres? C'est le moment où vous jouez sur l'émotion et votre critère principal, ça va être le trafic. C'est là où vous allez mettre le plus sur le display pour pouvoir ensuite, à partir de mi-décembre, passer sur de la fiscalité, de l'urgence, où vous allez mettre en avant plus vos équivalences de dons, et votre KPI principal va être vraiment la conversion. Alors évidemment, la conversion, c'est ce qui est le plus important sur toute votre campagne, mais si vous devez choisir des moments, ce sera plutôt cela, où fin d'année, vraiment, on voit une augmentation, et cette année encore plus, où on a eu un démarrage un peu lent des campagnes de fin d'année. C'était le moment vraiment d'aller de mettre le paquet. En termes de levier sur Facebook, donc sur la partie acquisition, vous allez chercher de la notoriété et de la répétition. La partie fidélisation, vous allez chercher du trafic et de la conversion. Sur le display, vous allez chercher donc de la notoriété, de l'image de marque, du trafic, de la répétition, des points de contact. Et sur de la fidélisation, là, on va être en retargeting. Donc, vous allez ajouter vos bases de données et vous allez les retargeter pour essayer de déclencher la conversion à l'aide de la répétition. Pour le search, d'un côté en acquisition, évidemment, les campagnes hors marque dont vous parlez tout à l'heure, et en fidé, les campagnes sur votre marque qui sont 60% des dons sur le search. Ah, c'est pas encore, ça n'apparaît pas encore. On a fait un petit overview des différents ads qui ont été faits. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les ads
des associations sont disponibles en fait sur la Facebook Ads Library et ils sont disponibles pendant 10 ans avec l'investissement qui a été donné et les impressions qui sont en rapport. Je pourrais vous donner le lien dans le chat. Donc, vous pouvez regarder, vous pouvez faire une analyse concurrentielle assez facile. Et on en a retiré quelques conseils pour vous. Donc, le premier, c'est la catching phrase. Vous devez avoir une phrase qui accroche, qui donne envie en fait de regarder et on a énormément de contenu sur Facebook, on a énormément de contenu sur Instagram, donc il faut quelque chose qui choque presque. Faites de l'image et de la vidéo et pas soit de l'image, soit de la vidéo parce que c'est sur l'A/B testing que vous allez être le plus fort sur en tout cas sur Meta et sur le social, mais sur le display aussi. Faites des listes et des chiffres, donc de la même manière que ça marche sur l'email et sur les objets d'email, des éléments précis, quantifiables vont être appréciés. Du vocabulaire d'action, je donne. De l'urgence, évidemment, et là en deuxième partie quand on vous parlait de timing, et ce qu'on appelle un clickbait, donc peut-être un élément, soit une phrase un peu mystérieuse où vous allez avoir la réponse en cliquant, soit un élément à télécharger ou des choses à voir une fois qu'on aura cliqué sur vos ads. Donc, en termes d'enseignement, on en a 3. Donc, c'est au niveau de la concurrence, on a une hausse des investissements. Donc, c'est normal que vous augmentiez vos investissements et vous en avez besoin pour rester à flot, en fait, et rester héroïste sur les campagnes achats médias. En termes de timing, c'est un timing primordial où vous devez vraiment dissocier vos objectifs. Et en termes de marque, c'est le principal de la collecte. Donc, je le répète, n'hésitez pas à faire des campagnes de communication pour renforcer votre marque avant votre campagne de fin d'année. Ça vous facilitera votre ROI sur l'achat média et ça vous facilitera vos conversions. Voilà pour moi. Et du coup, avant de passer aux questions, on est désolé, on a été un petit peu plus long que prévu, mais on avait beaucoup de choses à vous dire. Du coup, effectivement, on a fait le point sur les 3 leviers qui nous semblent le plus importants, la landing page, l'email et l'achat média. On l'a vu aussi, il ne faut pas négliger votre écosystème, qui soit digital, mais aussi 360, de diffuser au maximum votre campagne de fin d'année. On l'a vu, il y a une digitalisation de plus en plus importante, que ce soit du digital au sein de la collecte globale, mais aussi la campagne de fin d'année se digitalise de plus en plus et l'essentiel de dons se fait aujourd'hui sur le digital. Et enfin, pour conclure, on va remettre une petite couche sur la partie tracking qui, pour nous semble primordiale pour pouvoir améliorer votre connaissance sur ce temps fort très stratégique et très important en termes de collecte, pour pouvoir attribuer les dons au bon levier, étant donné les investissements qui sont réalisés. Le tracking est essentiel pour pouvoir monitorer la bonne performance de la campagne. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est à vous. On a répondu à quelques questions au fur et à mesure, mais n'hésitez pas si vous en avez. Écrire vos questions. On va repasser le deuxième en tête. On va revoir le sondage. On voit effectivement que c'est assez partagé. C'est assez partagé. Alors nous, on a quelques chiffres à vous donner sur le sujet. On n'entend pas très bien. Thalie, on t'entend pas. Oui, donc je vous disais, on a 30% qui passent, en tout cas sur celles qu'on a analysées, qui passent sur GA4 et le reste est encore à ce jour en réflexion. On en a moins de 5% qui passent sur Matomo ou Piwik ou d'autres plateformes. Mais c'est vrai que ça reste Matomo ou Piwik, les autres plateformes qu'on voit le plus souvent revenir en alternative à Google Analytics 4. Ouais. J'ai l'impression que vous n'avez pas plus de questions. Et pour ceux qui doivent nous quitter, merci à vous d'avoir été présents. Nous vous enverrons la présentation qui sera beaucoup plus dense. Il y aura encore plus de choses dans la version écrite. On a essayé de condenser la version orale. Et oui, Thalie va vous donner le lien vers la Facebook librairie et on la mettra également peut-être, on va le rajouter dans le livre blanc pour que vous puissiez la voir. Et merci.
Merci à oui, on aura le tous. replay également, de la présentation, si besoin. Merci beaucoup, à vous tous Merci à et tous bonne et journée. n'hésitez pas à nous contacter si vous avez Merci à des tous, bonne questions journée. supplémentaires. Au revoir. La page contact, oui, on va vous, est-ce que tu peux refaire la page contact, Maxime? On a une question. Voilà, la voici. Je ne suis pas encore parti. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, envie de discuter. Effectivement, c'était la dernière slide, de votre campagne digitale de fin d'année. Julie et moi-même, sommes présentes pour répondre à toutes vos questions. Merci, c'est très sympa d'avoir des retours sur ce genre, d'analyse qu'on peut effectuer. J'arrête l'enregistrement.